Bienvenue sur TV Vendée, si vous nous rejoignez tout juste, bienvenue sur le plateau de la matinale. Nous avons devant nous 26 minutes pour faire le tour de l'actu 100% Vendée de ce mercredi 12 février. Nous sommes à mi-parcours donc de la semaine et du côté de l'actualité, je vous propose du sport. Nous allons parler cyclisme notamment avec le 38e circuit des plages qui commence en fin de semaine. C'est la première grande course de la saison. Elle est réservée au plus haut niveau amateur féminin et masculin. Nous verrons notamment pourquoi c'est important pour Montaigu-Vendée de faire partie des communes qui sont traversées par le peloton. Un petit peu d'économie circulaire aussi ce matin. Rien ne se jette, tout se transforme. C'est le principe justement de l'économie circulaire avec des petits réflexes à prendre et l'association ADEC se propose justement de les transmettre, ces réflexes. Elle vient de signer une convention avec Océan Marais de Mont pour proposer des ateliers aux entreprises de Saint-Jean-de-Mont et de ses alentours. Enfin, si le mois de janvier est derrière nous maintenant, l'heure est au bilan des galettes solidaires. Vous en avez peut-être vu dans vos boulangeries, vous en avez peut-être mangé d'ailleurs. Les artisans qui avaient décidé de commercialiser donc ces galettes solidaires s'engageaient à reverser ensuite une partie de leurs recettes à des associations caritatives. C'est chose faite notamment du côté de Saint-Hilaire-de-Riez et de Challans. Du côté des informations pratiques de ce mercredi, on va regarder la météo de ce 12 février avec une journée qui s'annonce encore couverte. Couverte, bien couverte même, avec des bancs de brouillard qui auront accompagné notre réveil dans le département et ce sur les 2 tiers ouest de la Vendée. Toute la bande est, elle, limitrophe avec les Deux-Sèvres et le Maine-et-Loire, était plutôt simplement la tête dans les nuages ce matin. Cet après-midi, ces nuages vont gagner l'intégralité du département. Nous avons même des pluies qui sont annoncées dans le sud de la Vendée, sur une zone qui s'étend de Luçon à Fontenay-le-Comte. Côté température, c'est relativement doux, 7 à 11 degrés sur l'ensemble de la journée. Pour nos marées, je vous propose une basse mer en milieu de matinée, autour de 11h, alors 10h49 très précisément au Sable d'Olonne, 10h57 à Noirmoutier. Quant à la prochaine pleine mer, alors peut-être pas pour se baigner encore, mais en tout cas pour aller se promener, c'est 16h47 à Noirmoutier, 17h au Sable d'Olonne. Les marchés, 3 rendez-vous, 2 du matin, 1 de fin de journée. Comme qui est, c'est le matin, place de l'église, donc jusqu'en milieu de journée. Les herbiers, même chose, jusqu'à midi et demi entre la rue de l'église et la petite rue Saint-Blaise. Quant à Mouilleron-Saint-Germain, il est là, notre marché de fin de journée, 17h-19h, place de l'église également. Du côté de l'éphéméride, si vous connaissez une ombeline, vous pouvez lui souhaiter une bonne fête. Bonne fête à vous les filles, c'est votre journée. Vers la Sainte-Eulalie, souvent le temps varie. Le soleil est avec nous jusqu'à 18h26 en Vendée aujourd'hui. On gagne 3 minutes de soleil. Et ne me remerciez pas avec la petite info du jour. 60 ans, c'est quoi? Un anniversaire? Oui, celui de Mia Frye. Qui est Mia Frye? Tout le monde la connaît, sans le savoir en plus. C'est la chorégraphe franco-américaine de ça. Si on m'avait dit qu'on aurait de la Macarena sur le plateau de la matinale, je ne l'aurais pas forcément cru il y a quelques années, mais voilà, Mia Frye est à l'origine, donc c'est une franco-américaine qui est à l'origine de la danse de la Macarena. Tout le monde y est passé, non, ne vous cachez pas. Et c'est aussi Mia Frye, donc qui fête ses 60 ans, elle qui a fait la chorégraphie d'Yakalelo, ça c'est en 98, la Macarena en 96, ça ne nous rajeunit pas. On passe au journal. C'est une course que les cyclistes amateurs connaissent bien. Le circuit des plages revient en Vendée à partir de samedi et ce pour une 38e édition. Les participants vont s'élancer de la Barre de Mont, puis passeront au fil des épreuves par Montaigu-Vendée, Sèvremont, Palluau, Challans et Bretignolles-sur-Mer pour terminer. Le circuit des plages, c'est la première grande course de la saison cycliste. Elle est réservée au plus haut niveau amateur féminin et masculin. Les détails sur ce rendez-vous, c'est avec notre expert vélo à TV Vendée, alias Simon Philippot.
Il y a un an, 160 coureurs franchissaient la ligne d'arrivée du circuit des plages vendéennes à Montaigu. Ils y seront de retour dans quelques jours et avant eux, Jacques, le responsable de la sécurité de l'épreuve, effectue un dernier repérage. C'est un gros travail de préparation pour identifier d'abord les circuits, pour que les circuits soient adaptés à la course, pour identifier les endroits où on doit absolument mettre des signaleurs. Donc on reconnaît 3, 4, 5 fois les itinéraires, les circuits. On le reconnaît aussi avec l'escadron départemental de sécurité routière, de la gendarmerie départementale, donc, qui nous confirme nos choix ou qui nous complète un peu nos choix. Et ensuite, on a aussi, on complète l'organisation de sécurité par, bien sûr, 61 signaleurs sur la course de Montaigu, mais 18 motards de Vendée Sécurité Course. Jacques profite de son passage pour rencontrer une dernière fois la municipalité et faire le point sur les bénévoles nécessaires à l'organisation. C'est la 3e année consécutive que Montaigu-Vendée accueille une étape. Nous, c'est d'abord d'organiser avec nos associations cyclotouristes de Montaigu-Vendée et le Vélo Club de Montaigu, d'avoir une date importante consacrée au vélo à Montaigu-Vendée. Mais c'est aussi, et c'est la particularité des plages vendéennes, très tôt dans la saison, au mois de février, pour nous, c'est le lancement de nos événements sportifs de l'année. Et après, on va enchaîner avec le mondial et puis après, plein d'autres événements sur la commune. La 38e édition du circuit des plages vendéennes s'élancera samedi prochain. 6 jours de course sont au programme dans 6 communes vendéennes, avec 25 équipes chez les hommes et 17 équipes chez les femmes au départ pour ce qui est la première et la plus grande épreuve amateur de France. Et notez que les 2 derniers jours de compétition, samedi 22 février à Challans et dimanche 23 février à Bretignolles-sur-Mer, seront diffusés sur TV Vendée. Toujours en matière de sport, un petit peu de voile, évidemment, avec Éric Bellion qui va passer la ligne d'arrivée du Vendée Globe ce matin. Une arrivée fictive puisque le skipper Stendas One Altavia est hors course depuis mi-janvier et un arrêt forcé au Malouine, ce qui ne devrait pas empêcher une arrivée très festive au Sable d'Olonne. L'entrée dans le chenal est prévue à partir de 14h aujourd'hui. Puis, c'est le groupe Skip the Youth qui est annoncé pour un concert exceptionnel sur la scène du Vendée Globe ce soir à 18h. Et puis, pas très loin derrière Éric Bellion, c'est Antoine Cornic qui se prépare lui aussi à retrouver la terre ferme. Sauf aléa de dernière minute, le skipper Human Immobilier va se classer 28e de ce nouveau Vendée Globe. Il est actuellement au nord du Portugal et il est donc prêt à arriver. Bon voilà, on s'approche tranquillement du golfe. Les conditions, le vent sous grain est très fort, mais bon c'est l'hiver aussi. Et puis voilà, tout va bien à bord. J'embrasse la mer pour vous. On voit qu'on commence à se rhabiller, le bonnet, tout ça. Voilà, allez, à très vite maintenant. Et très vite, c'est normalement demain. Enfin, un dernier mot d'Arnaud Boissière également, qui fait route vers la Martinique depuis son abandon le 2 février dernier. Dans un long message qu'il a posté hier sur sa page Facebook pour donner des nouvelles, Arnaud Boissière annonce y arriver ce soir ou demain. L'IMOCA, la Micaline, va ensuite être rapatrié en métropole par cargo. C'était il y a 20 ans et depuis, les choses n'ont pas vraiment changé. C'est en tout cas le sens du message que souhaite faire passer l'APF Vendée à l'occasion des 20 ans donc de la loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances des personnes souffrant d'un handicap. L'association reconnaît qu'il y a eu des efforts en 2 décennies, mais ils ne sont pas suffisants, notamment en matière d'accessibilité, d'aide aux soins ou encore de logement adapté aux personnes handicapées. Je suis venue pour le projet APF, en tout cas, c'était pour pouvoir échanger et commencer à construire des choses pour essayer de modifier en tout cas les lois ou les choses qui ont pu être mises en place. On est aujourd'hui en 2025, c'est vrai que ça reste quand même... c'est pas encore complètement dans les mœurs et je pense que sur ça il faut qu'on avance et après c'est le fait d'être ensemble qui va nous permettre en tout cas d'avancer et de pouvoir peut-être modifier les choses par rapport à ça. De ma petite place... c'est pas forcément évident, mais que le handicap, en tout cas, ce soit vraiment plus quelque chose sur lequel on doit être, en tout cas, en mesure de batailler, mais que ce soit vraiment inclus dans les mœurs, que les gens soient plus facilement sensibilisés
et que les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient, enfants, ados, adultes, soient intégrées, en tout cas, plus facilement, que les choses se mettent en place et qu'on apporte peut-être plus de connaissances aussi aux gens sur ce que c'est que le handicap, parce qu'il y a des handicaps visibles et des handicaps invisibles, et je pense que c'est là des fois que le bas blesse, parce que du coup forcément quand ça ne se voit pas, on ne mesure pas quelles peuvent être les difficultés, en tout cas des gens concernés. Montrer qu'il est possible de se lancer dans l'économie circulaire à l'échelle locale, c'est la mission que se donne l'ADEC, l'Association pour le développement de l'économie circulaire et collaborative. Elle était à Saint-Jean-de-Mont ces derniers jours pour une action concrète auprès de la communauté de communes Océan Marais de Mont. Une convention a été signée à cette occasion. Un diagnostic des déchets professionnels va être réalisé et des formations seront proposées aux entreprises sur l'économie circulaire, mais aussi sur la mutualisation des coûts. Louise Viager. Un changement de paradigme. Évidemment. Passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, c'est possible. Un message clair retenu par les participants lors de cet atelier. Ce qui est important pour nous, c'est surtout d'être dans un esprit collaboratif en fait, avec différents acteurs, que ce soit public, privé, réseau autour de comme l'ADEC qui travaille sur les sujets d'économie circulaire. Donc voilà, c'est plutôt d'être dans le participatif, le collaboratif autour de sujets forcément nous qui nous tiennent à cœur à travers le réemploi, et puis de prendre de la hauteur un petit peu aussi sur les sujets. L'Association pour le développement de l'économie circulaire et collaborative, c'est un réseau de 200 entreprises impliquées en Pays de la Loire. Alors l'association voulait marquer le coup pour sa première action à Saint-Jean-de-Mont. C'est un premier pas aussi par des actions collaboratives de terrain, comme une collecte groupée là, de déchets, d'équipements électriques et électroniques. Et donc voilà, c'est forcément important parce que aujourd'hui, oui, le coût de traitement des déchets, c'est aussi de plus en plus cher. Donc voilà, c'est une contrainte économique, écologique. Et donc voilà, chacun met un peu sa pierre à l'édifice et nous, on est là pour accompagner en tout cas ce changement. Le coût du traitement des déchets pour une commune a été multiplié par 10 en quelques années, d'où la nécessité de trouver des solutions locales. L'ADEC et la communauté de communes de Saint-Jean-de-Mont ont signé un partenariat pour mener des actions concrètes. On a 3 modules de formation sur les déchets et la coopération pour les entreprises. On a aussi un événement inter-zone sur toute la communauté de communes. Et puis on a surtout un diagnostic territorial qui va être fait par l'ADEC à la fin de ces événements sur l'économie circulaire, ce qui va nous permettre de construire sur 2026-2027 un programme solide, un plan d'action sur l'économie circulaire sur le territoire. Ces modules de formation seront proposés à toutes les structures du territoire, de Soulan à Labardemont, en passant par le Perrier. Et puis si le mois de janvier est derrière nous maintenant, l'heure est au bilan des galettes solidaires. Vous en avez peut-être mangé ces dernières semaines, achetées dans des boulangeries avec des artisans qui avaient donc décidé de reverser une partie de leurs recettes liées à cette vente de galettes des rois à des associations caritatives. L'heure est donc à la remise des chèques aux associations concernées. 2 exemples avec Léane Rousseau. Et si cette année, galettes rimées avec bonne action. Plusieurs boulangeries vendéennes ont profité de l'épiphanie pour récolter des dons. C'est le cas par exemple de la boulangerie aux divines saveurs à Saint-Hilaire-de-Riez. Cette année, on a décidé de faire un don pour le cancer, où on a sollicité AVLC qui était d'accord avec ce principe-là. Sur chaque fève qu'on avait logoté avec eux, qu'on a sélectionné les associations à qui on allait reverser, que eux y vont reverser d'ailleurs, on a mis 1 € sur chaque galette vendue. Donc cette année, on arrive à 2500 galettes vendues, donc ça fait un chèque de 2500 €, ce qui est conséquent. Un geste qui compte pour AVLC, l'association vendéenne de lutte contre le cancer. C'est très important pour nous. Nous sommes que des bénévoles. Il n'y a pas de salariés, donc nous c'est grâce à ces dons, on va pouvoir offrir des ateliers. C'est énorme. Nous, c'est un très beau cadeau. Et puis c'est vrai que comme je disais tout à l'heure, pour nous, quand ils nous ont donné ça, on a trouvé l'idée géniale, en fait. Rebelote un peu plus loin, à la Fournée chalandaise. Cette boulangerie a choisi de soutenir l'association Les Rêves de la Luciole. Donc on a mis en place par rapport à l'association Les Rêves de la Luciole des dons. Donc on a demandé à chaque client s'il voulait participer 50 centimes à 1 €. On a fait la connaissance des grands-parents qui nous ont raconté l'histoire de Mia. Et moi personnellement ça m'a touchée
beaucoup. Que tout ce qui touche les enfants, ces maladies rares, là, que les parents, financièrement, ils ont beaucoup de mal. Donc quand on peut les aider, on le fait. Hein. Ça, c'est humain et c'est normal. Pour Hervé, grand-père d'une petite fille malade, c'est un nouveau souffle d'espoir. Mia, c'est ma petite fille, et donc l'association est faite pour Mia. C'est fait pour payer justement tous les stages qui servent à Mia pour son développement. Étant donné que les stages valent énormément cher, forcément tous ces dons nous font qu'on fournit tous les stages de Mia. La petite ne marchait pas et tout ça, et maintenant, depuis 2 ans, elle commence à marcher. Donc c'est merveilleux, pour nous c'est merveilleux. Ces initiatives qui font du bien se poursuivront l'année prochaine. 2 mots sur la météo de ce début de mercredi avant d'enchaîner sur la suite de cette matinale. Et c'est donc un ciel très couvert avec des brouillards pour les 2/3 ouest de la Vendée, d'une zone qui s'étend de l'Île-Dieu jusqu'à La Roche-sur-Yon et même un peu au-delà. Notez que cet après-midi, des pluies sont annoncées entre Luçon et Fontenay, le tout dans une ambiance relativement douce, 7 à 11 degrés sur l'ensemble de la journée. Passons donc maintenant à la suite et je vous propose une petite balade au milieu des menhirs vendéens. Quoi, des menhirs vendéens? Et oui, vous ne le saviez pas? Eh bien, profitez des vacances scolaires pour découvrir un petit peu ces trésors du département en plein air, puisqu'il existe effectivement pas mal de menhirs en Vendée, des alignements de pierres qui ne se limitent pas à la Bretagne. Il y en a notamment du côté d'Avrier. C'est donc parti pour la présentation. Ces monuments d'abord sont très très gros, parfois très élevés, jusqu'à 7 mètres, ce qui détermine une population importante. Ils ont d'abord été transportés sur des traîneaux de bois, des carrières qui se trouvent à quelques centaines de mètres sur les pentes, parfois un petit peu plus loin. Et ces traîneaux ont servi de contre-pied lors du levage. C'est-à-dire qu'on a évidemment tout simplement utilisé les tractions humaines, que ce soit des femmes ou des hommes, pour les lever. On n'a pas de traces de traction animale. Ce sont des monuments qui sont genrés, c'est-à-dire que certaines de leurs pierres sont anthropomorphes, représentent des silhouettes parfois masculines, mais aussi parfois féminines. Ce qui nous amène à penser que ces monuments ont pu être construits par des hommes, mais aussi par des femmes, dans évidemment le souci de participer à la conservation et à la surveillance du territoire sur lequel ils vivaient. Chaque pierre représente certainement un personnage important dans la lignée familiale, que ce soit une femme ou un homme. Il est évident que ces petits alignements représentent soit des familles ou des lignées, peut-être les deux. Ça symbolise la force, la puissance d'un groupe qui est probablement en fait un assemblage de lignées familiales, mais aussi certainement de villages, que l'on peut estimer à une petite dizaine, grosso modo quelques milliers de personnes sur ce secteur-là, aux alentours de entre 3000 et 4000 avant notre ère. Ce qui sous-entend que ces monuments-là étaient essentiellement élevés pour les sociétés humaines de façon très très particulière. Pour ces types de monuments-là, dans l'ouest de la France, on connaît quelques petits groupes de menhirs, mais on ne connaît pas leur densité. Des très grands, il y en a très très peu. On a un groupe du côté de Pornic qui ressemble beaucoup à celui-ci, mais qui n'a pas été étudié, mais qui semblerait être du même type que celui d'Avrier-le-Bernard, en tout cas ceux du Bois de Fourgon. Mais pour l'instant, effectivement, dans l'ouest de la France, c'est la seule concentration de ce type-là, de connu, pour avoir été étudié et en partie restauré. C'est extrêmement fragile, donc on n'a d'ailleurs pas tout fouillé. On a laissé plusieurs monuments intacts depuis la préhistoire, de façon à ce que d'autres archéologues plus tard les étudient d'une autre façon avec d'autres techniques.
Et puisqu'on parle des menhirs, si donc cela vous a donné envie de les découvrir, sachez qu'un circuit des menhirs et des dolmens existe justement à Avrier. Il y a aussi un circuit un petit peu plus long sur tout le territoire. Une boucle de 7 km concernant Avrier à faire à pied au départ des halles de la ville. Et comme il devrait faire à peu près beau aujourd'hui, c'est une très bonne idée de sortie. On va poursuivre notre tournée des communautés de communes aussi maintenant. On continue donc notre petite balade en Vendée et après Avrier, eh bien, je vous propose de partir à la découverte ou la redécouverte du pays des Achards. C'est l'avant-dernière étape de notre tournée des Comcom pour leur projet en 2025. 9 communes pour ce regroupement du pays des Achards à 15 km en rétro-littoral des Sables d'Olonne, une zone qui s'étend de Beaulieu-sous-la-Roche à Nieul-le-Dolan. Mes meilleurs vœux de bonheur et de réussite à tous les Vendéens, avec une mention spéciale aux habitants du pays des Achards. En 2024, donc, 3 gros projets. La rénovation de l'école de Nieul-le-Dolan, la construction du pôle maternel de Sainte-Flève-des-Loups et enfin l'ouverture du lieu d'accueil enfants-parents pour un total d'1,3 million donc d'investissement en 2024. Deuxième axe, les mobilités et le développement durable. On a donc lancé la construction d'une passerelle au-dessus de la 2x2 voies pour faciliter donc la circulation et des piétons et des vélos pour un coût total d'1,2 million. Donc passerelle qui va être inaugurée très prochainement. En plus, donc pour le développement durable, la chaufferie du centre aquatique donc est chauffée maintenant avec du bois local. Et enfin, l'axe 3 qui est la santé, donc avec la rénovation de plusieurs pôles santé, celui de Beaulieu-sous-la-Roche et des Achards, avec plusieurs objectifs, notamment des lieux plus fonctionnels et des meilleures performances énergétiques, pour un coût total de 420 000 €. Au total, nous aurons donc dépensé 3 millions d'euros en 2024 pour ces 3 axes. Les projets pour 2025, donc la communauté de communes du pays des Achards va poursuivre son action au profit de l'enfance jeunesse avec 5 projets majeurs. Une structure pour les jeunes à Martinez, la construction d'un restaurant scolaire et l'agrandissement d'une structure jeunesse à Saint-Julien-des-Landes. Enfin, la construction d'un pôle entier élémentaire avec un accueil de loisirs à Beaulieu-sous-la-Roche. Donc tout ça pour un montant d'investissement de près de 5 millions d'euros entre 2025 et 2026. Et même pour finaliser sur 5 ans, nous serons donc à 7 millions d'euros d'investissement vraiment pour l'enfant jeunesse, qui était vraiment notre cible pour cette fin de mandat. Et demain, nous finirons notre tournée. Ce sera dans le pays de Mortagne. Sur le temps qu'il nous reste, eh bien, je vous propose de nous intéresser au Café de la Marine avec un petit extrait, si on a le temps. Justine Métro est l'invitée de cette semaine. La navigatrice était aux côtés de Virginie Valentini et Gilbert Dréan pour revenir sur sa très belle 8e place au Vendée Globe. Écoutez. De pouvoir rentrer dans le top 10, de pouvoir être proche de concurrents qui avaient des bateaux plus récents que moi pendant assez longtemps pendant la course. Il y a la météo qui joue aussi là-dedans. On a vu qu'il y a eu pas mal des fois soit de passage à niveau, soit de regroupement. Mais voilà, en tout cas, je pense que globalement, je peux être contente de ma gestion de la course, de ma stratégie. Et puis ça, c'est positif aussi pour construire pour la suite. Alors tu es aussi la première des 6 femmes à avoir terminé. Alors on sait que pour toi, voilà, t'as pas envie de parler de cette différence homme-femme. C'est quand même symbolique malgré tout d'être la première femme à finir, de la même façon que premier bateau à dérive. Voilà, c'est quand même des petites récompenses, des petites victoires dans la course aussi.
Oui, effectivement, je pense que c'est symbolique. Voilà, ça donne de la visibilité en plus. On sait qu'en tant que navigatrice, on est aussi beaucoup suivi par le public féminin de tous les âges. Donc voilà, on essaye de faire au mieux, de porter ça. Et puis, ce qui est chouette, c'est qu'on a été 3 femmes à batailler pendant longtemps, autour du top 10 avec Clarisse et Sam, qui font une belle course aussi. Donc c'est chouette de voir ça. Alors Justine Métro, que vous pouvez retrouver sur tvvendée.fr dans le café de la Marine. On passe au jeu maintenant de la matinale. Avec cette question qui nous emmène au musée du Manche-Caillou, quel défi vous lance précisément le musée à l'occasion de ses 10 ans ? C'est un défi qui mêle art et fantaisie, aussi bien pour les amateurs que pour les professionnels. Il vous reste 2 jours pour m'envoyer votre réponse sur tvvendée.fr et pour être peut-être le gagnant de notre partenaire cette semaine, la Waffle Factory aux Flâneries à La Roche-sur-Yon. Un menu pour 2 personnes, menu complet, qui est donc à gagner, tirage au sort vendredi après-midi. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous. On se retrouve demain à 7h, comme d'hab, j'ai envie de dire. D'ici là, passez une très bonne journée et à demain.